Les forces en présence pour cette nouvelle réforme sont l'État, qui est de toute manière à l'initiative de cette réforme, les régions, qui sont très impliquées dans la formation professionnelle, et les partenaires sociaux, à savoir syndicats de salariés, syndicats d'employeurs. En revanche, le commun des mortels, les gens qui travaillent, les gens qui sont en cours d'éducation, en cours de formation, ces gens-là, en fait, ne sont pas impliqués directement. Et alors, pourquoi est-ce que nous avons cette configuration, finalement, qui procède de la commission quadripartite, région, État, salariés, patron? C'est qu'on nous a rabattu les oreilles de ces fameux 32 milliards de la formation professionnelle. Et donc, vous, cochons d'employeurs, que faites-vous de cette manne financière pour que les pauvres demandeurs d'emploi n'aient pas accès à la formation et ne puissent donc pas trouver de travail, donc en fait, vous êtes responsable des 3,5 millions de chômeurs que nous avons à l'heure actuelle en France. Donc il va falloir faire une réforme de la formation professionnelle. Je caricature à peine, hein. Vous l'avez probablement entendu comme moi, tous les rapports qui sont sortis, etc., systématiquement stigmatiser la formation professionnelle, la gestion de la formation professionnelle, en particulier la gestion paritaire, etc., et leurs 32 milliards. Alors juste pour que nous ayons le même niveau d'information, je vais vous faire une référence à ce qu'on appelle le jaune budgétaire, c'est-à-dire le document officiel de l'Assemblée nationale. Les 32 milliards d'euros, en fait, c'est 25 milliards, c'est-à-dire 80% dans le secteur privé. Dans ces 32 milliards, vous avez 13,7 milliards qui sont financés par les entreprises. Donc sur 32, 13,7 milliards qui dépendent directement des entreprises. Dans ces 13,7 milliards, vous avez 6,5 milliards en gros, que les entreprises payent directement pour acheter de la formation. Vous avez 6,5 milliards qui sont collectés par les OPCA et donc qui sont de gestion paritaire. Et vous avez 900 millions qui nous revenaient à nous, fonds paritaires. Donc en gros, au maximum, le périmètre de cette réforme n'est pas de 32 milliards, mais il est de 13,5 milliards. Je rappelle, et je le reviendrai tout à l'heure là-dessus, que le CPF est un compte en heures et non pas en argent. C'est un compte en heures, et ça c'est très très important. Et donc à partir de ce CPF, il y aura une sorte d'obligation de former, voire d'obligation de se former, puisque le salarié ne pourra pas dire qu'il n'a pas bénéficié de formation, vu qu'il avait un compte et que ce compte était alimenté régulièrement. S'il ne s'est pas formé, ce sera de sa faute. Vous voyez, on donne la responsabilité au salarié de gérer son avenir. Et puis il y a une obligation dans la loi, c'est l'article 63-21-1, que vous connaissez tous par cœur sans doute. L'employeur est tenu d'adapter ses salariés à leur outil de travail, bien sûr, et de préserver leur employabilité eu égard à l'évolution des technologies et des organisations. Bref, obligation d'employabilité, obligation d'adaptation à leur poste, c'est l'article 63-21. Et autour de ça, il y a effectivement une jurisprudence constante. Alors, ce n'est pas une obligation directe, ça crée beaucoup de contentieux dans lequel le salarié gagne toujours. Obligatoirement, si on lui reproche quelque chose et qu'on ne peut pas apporter la preuve qu'on l'a formé, donc si on n'a pas un bon système d'information qui permet de tracer, si on n'apporte pas la preuve, eh bien, c'est comme si on ne l'avait pas formé. Il y a 15 jours, un arrêté de la Cour de casse a clairement, vous l'avez tous vu, hein, il a clairement établi la chose. Employabilité, adaptation, condamnation, en casse. Donc la jurisprudence, elle existe et elle est gravée dans le marbre maintenant. D'accord. Effectivement, le DIF devient le CPF, mais on garde quand même en mémoire les soldes de DIF. Et il faudra que ces soldes de DIF soient épuisés avant le 31 décembre 2020. Et l'outil centralisé est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, eh bien, il va falloir que toutes les entreprises fassent migrer leurs compteurs de DIF, les compteurs de DIF de tous les salariés, vers la Caisse des dépôts et consignations. Et en retour,
tous vos salariés recevront un login et un mot de passe personnel pour pouvoir surveiller leur compte à distance. Le compte est attaché au titulaire, quel que soit son statut, c'est-à-dire que si j'ai un compte à 120 heures, que je quitte mon entreprise, je n'ai pas besoin d'avoir été licencié, comme pour le DIF portable, j'emporte mon compte avec moi, du moins il reste à la Caisse des dépôts, et il est géré par mon OPCA, et ce compte, je peux le garder en réserve si je deviens chef d'entreprise, si je reprends des études, si après je suis chômeur, et que je recommence à travailler, ce compte m'est attaché jusqu'à la retraite. L'entretien professionnel, lui, est une obligation née de la loi du 5 mars 2014, et cet entretien professionnel, eh bien, il a les caractéristiques suivantes. D'abord, il remplace le bilan d'étape professionnel prévu à l'article 6315-1, que vous connaissiez par cœur bien sûr, ainsi que tous les autres entretiens professionnels. Il est prévu tous les 2 ans. Tous les 6 ans, l'entretien professionnel établit un bilan du parcours. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez tracer ce qui s'est passé dans les 6 dernières années pour chaque salarié. Et il faudra que tous les 6 ans, vous ayez non seulement réalisé les 3 entretiens professionnels, c'est-à-dire tous les 2 ans, vous en réalisez un, mais il faudra avoir au moins 2 des 3 critères qui sont indiqués en dessous. Au moins une action de formation en 6 ans, une progression salariale ou professionnelle, et un élément de certification par formation ou VAE. Alors effectivement, les nouvelles règles vont s'appliquer en 2016. Bah oui, mais les entreprises vont dépenser moins. A priori, globalement, il devrait y avoir moins d'argent dans le système. C'est évident. En revanche, c'est ce qu'on dit du côté patronal, mais les entreprises vont mieux dépenser. Elles seront plus attentives à leur achat de formation. Et c'est qu'à partir du moment où on passera à une action de formation dans le cadre du développement des compétences, même si elle se fait dans le cadre du plan et dans le temps de travail, nous serons engagés, si un poste se libère et qui correspond à la nouvelle qualification, la nouvelle compétence acquise par ce collaborateur, à lui proposer pendant l'année. C'est-à-dire que la notion de hors temps de travail et de valorisation de gagnant-gagnant vis-à-vis du collaborateur en disant tu pars hors temps de travail, ok, je m'engage dans ce cas-là puisque tu as fait cet effort à te proposer le job qui correspond. Là, en fait, non, tu fais ta formation de développement des compétences pendant le temps de travail, je suis engagé vis-à-vis de toi à te proposer quelque chose qui correspond à ta nouvelle compétence dans l'année qui vient, si bien sûr ça existe. C'est une réforme qui va faire que les entreprises bien organisées vont bien gérer les ressources rares. Et surtout bien conseillées. Bien conseillées aussi, bien sûr. Et ça veut dire que le métier de responsable de formation, le métier de responsable RH va prendre une nouvelle dimension encore. Ça va bien placer ces logiques RH et ces logiques de formation, ça va bien les placer au cœur des préoccupations de l'entreprise. Donc il faut que vous soyez bien armés, bien équipés, bien formés sur ces éléments et peut-être que la réussite dépendra de vous.